Voilà, on a récupéré, je pense qu'on a récupéré tout le monde. Donc voilà, donc je suis Astrid de Asmatinfo, je suis formatrice et accompagnante juridique auprès des assistantes maternelles, que j'accompagne depuis 4 ans. J'ai fondé Asmatinfo en 2025. C'est un organisme de formation dédié aux assistantes maternelles, donc pour informer, accompagner et former les assistantes maternelles. Alors, je passe à la suite. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le référentiel qualité, donc le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant. Donc, le document est sorti la semaine dernière. Est-ce que vous l'avez lu? N'hésitez pas à me dire dans le chat en direct si vous l'avez lu, si vous avez eu le temps de le parcourir. Comme ça, on peut vérifier que le chat en direct fonctionne bien. Pas du tout, Cécile. D'accord. Eh bien, comme ça, on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc, ce soir, on va voir qu'est-ce que le référentiel de la qualité de l'accueil du jeune enfant, qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'accueil, quel est l'objectif du référentiel qualité, qu'attend-on des professionnels de la petite enfance. Bonsoir Valérie, partiellement, vous l'avez lu partiellement, c'est bien. Et l'accueil individuel dans tout ça, et quels sont les changements pour les assistantes maternelles. Donc là, parmi les participantes, vous êtes toutes, vous êtes assistante maternelle. Vous pouvez me dire dans le chat en direct si vous êtes assistante maternelle ou animatrice de RPE ou que sais-je. Et ensuite, donc, on terminera par la partie questions, la partie consacrée à vos questions. J'accélère un tout petit peu, histoire de bien de récupérer le temps. On a perdu un petit peu de temps avec cette histoire casse-pied de son. Karine, assistante maternelle, d'accord. Alors, donc le référentiel qualité, le référentiel de la qualité de l'accueil du jeune enfant, en fait, il regroupe les nouvelles exigences dans les pratiques professionnelles au sein des modes d'accueil. C'est-à-dire que peu importe où est accueilli l'enfant de moins de 3 ans, les professionnels qui l'accompagnent au quotidien doivent se conformer à ces pratiques professionnelles qui sont détaillées dans le référentiel. Donc, le référentiel, il est fondé sur les connaissances actuelles sur le développement de l'enfant. Donc, ces connaissances ont été validées par la recherche scientifique et il s'inspire des retours d'expérience des professionnels de terrain et des attentes des parents. C'est-à-dire que le référentiel, il a été conçu par des scientifiques qui ont apporté leurs connaissances, les expériences des professionnels de terrain qui ont été consultés. Le référentiel, brouillon du référentiel a fait des allers-retours sur le terrain pour que les professionnels soient consultés et donnent leur avis. Et les parents également ont été consultés. Donc, c'est un ensemble de fiches thématiques qui donnent des repères concrets. Et de ces repères découlent des pratiques. Alors, bonnes pratiques entre guillemets, hein, des pratiques au quotidien. C'est-à-dire qu'avant, on avait il y a toujours la charte d'accueil du jeune enfant hein, qui regroupait des thématiques qui guidaient les pratiques des professionnels. Donc, normalement, dans vos projets d'accueil, la charte d'accueil y figure. Et ben en fait, le référentiel qualité, il détaille toutes les thématiques de la charte d'accueil du jeune enfant. J'imagine que vous connaissez, vous avez un projet d'accueil. Est-ce que vous avez inclus la charte d'accueil dans vos projets d'accueil? Vous pouvez répondre dans le chat en direct, ça nous permettra de voir qu'il fonctionne bien. Vous m'entendez bien? C'est bon? Le son, il est là? Oui, c'est bon. D'accord. Cécile, oui, le son, il est bon? Ou oui, vous avez inclus la charte d'accueil dans votre projet d'accueil?
C'est bon, Sandra? Super, le son est là, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par qualité de l'accueil? Cécile, les deux. Alors, la qualité de l'accueil, c'est la qualité de la relation à l'enfant, la qualité de la relation aux parents et la qualité de l'organisation au quotidien. Donc, ces 3 items, le professionnel doit avoir toujours en vue le respect des besoins et des droits de l'enfant. Donc, la qualité de l'accueil, elle est guidée par le respect des besoins et des droits de l'enfant. Quand on est en relation avec l'enfant, quand on est en relation avec le parent et quand on pense organisation. Donc, l'organisation, c'est l'organisation de la journée, c'est l'aménagement de l'espace, pardon, les sorties, les repas, tout ça, c'est pensé dans le respect des besoins et des droits de l'enfant. Donc, c'est ça, la qualité de l'accueil. Alors, quel est l'objectif du référentiel qualité? Donc, l'objectif de ce référentiel, c'est d'améliorer la qualité de l'accueil du jeune enfant en harmonisant les pratiques professionnelles au sein de tous les lieux d'accueil. C'est-à-dire que on a voulu créer un document socle dans lequel on a énuméré des thématiques, des repères qui vont permettre d'adopter des pratiques professionnelles harmonisées sur tout le territoire. L'idée, c'est que peu importe le mode d'accueil, peu importe l'endroit où l'enfant est de moins de 3 ans est accueilli, que ce soit dans une crèche, en maison d'assistante maternelle, au domicile d'une assistante maternelle. L'idée, c'est que les pratiques des professionnels soient harmonisées dans l'ensemble de ces lieux d'accueil. Donc, le référentiel qualité pour les professionnels de la petite enfance, c'est en premier lieu une adhésion aux connaissances scientifiques, c'est-à-dire que les scientifiques qui ont participé à la rédaction du référentiel qualité ont apporté les connaissances, ont répertorié les connaissances actuelles en matière sur le développement de l'enfant. Et l'idée, c'est que les professionnels adhèrent à ces connaissances. D'accord? C'est de la science, c'est pas discutable. Comme le dit Josette Serre, le développement de l'enfant n'est pas du domaine des croyances, c'est de la science. Il est important que tous les professionnels soient au clair avec ce sujet et adhèrent à ces connaissances scientifiques. On n'est pas dans les croyances. Là, on est dans la science. Le développement de l'enfant est ainsi fait. Les connaissances scientifiques actuelles sont telles que c'est la théorie, c'est la base sur laquelle les professionnels doivent se reposer pour être en relation avec l'enfant au quotidien. Donc, il y a une adhésion aux connaissances scientifiques et une harmonisation des pratiques. Voilà. Le référentiel pour les professionnels, c'est ça. C'est de la théorie et en découle des pratiques quotidiennes. Voilà. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à utiliser le chat en direct, on peut échanger. Alors, concrètement, qu'est-ce que le référentiel attend des professionnels de la petite enfance? Donc, selon le référentiel qualité, la professionnelle de l'accueil du jeune enfant est disponible, empathique, soutenante et valorisante. Elle répond aux besoins de l'enfant et elle est à l'écoute de ses émotions. Elle interagit régulièrement de façon individuelle avec l'enfant et se place à sa hauteur. Elle est présente et porte un regard bienveillant et positif. Elle parle d'une voix calme, ne crie pas, ne parle pas d'une voix forte et véhémente à l'enfant. Elle ne gronde pas, elle ne punit pas. Elle
porte l'enfant dès qu'il en a manifeste le besoin, sans craindre qu'il ne s'habitue au bras, et elle adopte des pratiques quotidiennes respectueuses des besoins et des droits de l'enfant. Donc ça, c'est un résumé du référentiel qualité par rapport au prototype type du professionnel de la petite enfance qui est en relation avec le jeune enfant de moins de 3 ans. Est-ce que ça vous parle, ça? Quand vous lisez cela, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce professionnel? N'hésitez pas à réagir dans le chat en direct, on peut échanger. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Donc là, ce portrait, pour beaucoup, c'est déjà ce que vous faites. Donc Sandra, vous vous reconnaissez dans ce professionnel, dans cette professionnelle, mais c'est ça en fait. L'idée, c'est que la plupart du temps, on sait déjà tout ça. Les professionnels ont déjà ces comportements. Mais là, le fait de le noter dans un référentiel, de l'acter, c'était ça un petit peu le but du référentiel, c'est que ce soit noté, c'est acté, c'est répertorié dans un référentiel, ça s'adresse à tous les professionnels, c'est harmonisé. Alors, et l'accueil individuel dans tout ça, donc là, ça vous concerne. Donc l'accueil individuel fait partie intégrante des modes d'accueil du jeune enfant, donc les assistantes maternelles sont concernées par le référentiel qualité. Celui-ci s'adresse à l'ensemble des professionnels de l'accueil, collectif et individuel. Donc, les assistantes maternelles sont des professionnels de la petite enfance et doivent se référer à ce document. Donc, il faut savoir que l'accompagnement des pratiques et les activités de contrôle par les PMI, désormais, elles seront guidées par le référentiel qualité. Les RPE auront aussi un rôle de soutien par l'animation de discussions autour des pratiques professionnelles, donc là c'est déjà ce qui est fait, et la mise en place de formations. Donc les RPE font déjà beaucoup, organisent des réunions d'analyse de la pratique professionnelle et des formations en présentiel. Donc le référentiel sera leur socle. Comme dit Jean-Baptiste Frossard, tous les domaines de l'évaluation, du contrôle, de l'accompagnement des pratiques auront ce référentiel comme socle. En fait, c'est un petit peu comme le référentiel de l'agrément des assistantes maternelles, qui est la référence quand on fait la demande de l'agrément et quand on fait la demande du renouvellement d'agrément. On a ce document de référence, le fait référentiel de l'agrément. Et bien là, désormais, il y a le référentiel de la qualité de l'accueil qui sera la référence quand il y aura des contrôles de la PMI et qui est la référence au quotidien des assistantes maternelles pour leur pratique professionnelle. Vous avez des questions? On continue. Donc, le référentiel, il est en 3 parties. La première partie, la relation au jeune enfant. Alors, Sophie, bonsoir Sophie. Pour ce qui concerne le RPE, ici, la PMI nous interdit de parler des enfants lors des rendez-vous avec l'animatrice. Elle ne veut pas non plus qu'on aborde des sujets spécifiques. Concerne le RPE, ici, la PMI nous interdit de parler des enfants lors des rendez-vous avec l'animatrice. Elle ne veut pas non plus qu'on aborde des sujets spécifiques. Sophie, quand vous parlez de rendez-vous avec l'animatrice, c'est quand vous êtes en rendez-vous en tête-à-tête ou quand vous êtes des réunions entre assistantes maternelles? Pour bien comprendre cet interdit, entre guillemets. Bon, en attendant votre réponse, je continue. Donc, 3 parties. La première partie, c'est la relation au jeune enfant. La deuxième partie, c'est la relation aux parents. Et la troisième partie, c'est la qualité organisationnelle. Alors, dans la troisième partie, vous verrez, ça concerne majoritairement l'accueil collectif, les structures. Mais il y a quand même des petits points qui concernent les assistantes maternelles. Donc là, on voit dans le sommaire du référentiel, on voit
toutes les thématiques. Donc, je vous disais tout à l'heure que le référentiel, il reprend les thématiques de la charte d'accueil du jeune enfant. Et bien là, vous avez toutes les thématiques qui vont être détaillées dans le référentiel. Donc, on voit que la première partie, la relation au jeune enfant, c'est vraiment celle qui est la plus dense. Après, il y a la partie la relation aux parents et la partie qualité organisationnelle. Donc, Sophie, je ne vous oublie pas, hein, j'attends que vous me précisiez. Maintenant, que ce soit pour répondre à la question de Sophie, enfin, la remarque pour ce qui concerne le RPE, ici, la PMI nous interdit de parler des enfants lors des rendez-vous avec l'animatrice. Elle ne veut pas non plus qu'on aborde des sujets spécifiques. Alors, l'idée, c'est que ce soit en rendez-vous avec l'animatrice de l'RPE, du RPE ou en séance d'animation, d'analyse de la pratique, c'est justement là qu'on peut aborder des sujets spécifiques. Comme dit Sandra, secret et discrétion professionnelle, ne pas nommer les enfants, je pense, oui, je suis d'accord Sandra, c'est sûrement ça, c'est que, et j'imagine Sophie que c'est ce que vous faites, l'idée c'est de ne pas nommer l'enfant ou les parents, mais de parler d'une situation spécifique sans nommer les enfants. C'est un peu compliqué d'aller à une séance d'analyse de la pratique si on ne peut pas aborder des sujets spécifiques. Mais bon, vous éclairer, Sophie. Donc voilà, le sommaire. Alors là, l'idée, c'est qu'on ne va pas lire ensemble les 55 pages du référentiel. Par contre, c'est de comprendre comment il a été construit. Donc, le sommaire reprend les thématiques et ensuite, tout est détaillé. Donc là, par exemple, dans la partie relation, la relation à l'enfant, donc il y a la thématique la familiarisation. Ensuite, on a entouré le repère concret. Donc là, c'est ce qui découle des données scientifiques. La période de familiarisation est le point de départ de la construction du lien de confiance entre enfants, parents et professionnels. Donc ça, c'est un repère concret, c'est une donnée. Et avec ce repère concret, découle une pratique. Donc dans la partie pratique, la familiarisation favorise une présence parentale prolongée de plusieurs heures pendant plusieurs jours. Donc là, on est dans le concret, on est dans la pratique, on est dans le quotidien. Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait que le référentiel, c'est vraiment du concret. On est dans le quotidien. D'accord? Donc, on a la thématique qui est la familiarisation, le repère concret entouré où on décrit, on donne l'information que, en effet, le lien de confiance se construit pendant la familiarisation en présence des parents, enfants, professionnels, parents. Et ensuite, dans la pratique, qu'est-ce qu'on demande aux professionnels de faire? C'est d'inclure les parents plusieurs heures et plusieurs jours dans la période de familiarisation. Voilà. Ça vous parle, ça? N'hésitez pas à réagir dans le chat en direct. Donnez votre avis. Si c'est ce que vous avez l'habitude de faire avec tous les nouveaux contrats, dites-nous un petit peu comment vous avez l'habitude de procéder. Donc là, un deuxième exemple. Donc, on a la thématique des pleurs de l'enfant. Concret, les pleurs sont une alarme qui traduit chez l'enfant un besoin insatisfait, même si celui-ci n'est pas identifié par l'adulte. Donc voilà, la donnée scientifique, le pleur de l'enfant traduit un besoin insatisfait. Donc concrètement, en tant que professionnel, qu'est-ce que je fais? Le professionnel prend l'enfant dans les bras, dans un climat apaisé, et si l'enfant l'accepte, sans crainte qu'il ne s'habitue au bras. Donc là, voilà, c'est encore une pratique qui nous guide dans comment les professionnels doivent être avec, dans la relation avec l'enfant. C'est bon pour vous? Vous m'entendez? Il y a du son? Ça fonctionne?
Voilà, je continue. Donc là, on est dans la partie, la relation aux parents. Donc on reste sur, le même schéma. On a la thématique, accès, au lieu d'accueil et participation des parents, les repères concrets. Les parents sont sensibilisés au fait que leur temps de présence après la phase de familiarisation est positif pour l'enfant, pour son sentiment de sécurité et de cohérence entre les différentes personnes qui s'occupent de lui. C'est factuel, c'est pas discutable. Donc, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe pour le professionnel? Les temps de transmission se font dans l'espace de vie de l'enfant ou un espace aménagé et non à la porte. Voilà, le professionnel sait comment adopter sa pratique pour être en adéquation avec les besoins et les droits de l'enfant. Donc là, j'ai volontairement mis cet exemple parce que je sais que c'est un exemple qui a fait beaucoup réagir sur, sur les réseaux sociaux, parce que évidemment, en tant qu'assistante maternelle, c'est toujours compliqué d'envisager de laisser l'accès au lieu de vie de l'enfant aux parents. Donc, il est bien précisé dans le référentiel que ça doit se faire dans la mesure du possible, selon les principes de sécurisation de l'enfant et des autres enfants du groupe, si c'est dans l'intérêt des enfants accueillis ou pas, et selon l'organisation des activités, des contraintes de sécurité et de vigilance sanitaire, et dans l'accueil individuel, donc là ça vous concerne, la conciliation à la vie de famille de l'assistante maternelle. Donc là, il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, d'ouvrir sa porte aux parents sans retenue. C'est du bon sens. Le temps où on accueillait les parents à la porte, c'était pendant le Covid. Le Covid était un moment particulier où les consignes, c'était qu'il y ait le moins de contacts possible et évidemment que c'était opportun de faire un accueil à la porte. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Le parent doit pouvoir rentrer dans le lieu d'accueil. Ça fait partie des pratiques professionnelles que les assistantes maternelles doivent adopter. Donc là, c'est noté dans le référentiel. Donc oui, Sandra, la formation sur les émotions et les neurosciences est très intéressante. Vous parlez de quelle formation, Sandra? Celle avec Hyperia? Alors, on continue. Alors, concrètement, quel changement pour les assistantes maternelles? Donc, le référentiel de la qualité de l'accueil du jeune enfant, les petits sages. D'accord, merci Sandra, la formation des petits sages. Donc, le référentiel, c'est une vraie opportunité pour les assistantes maternelles de revoir leurs pratiques quotidiennes, d'enrichir leurs connaissances et compétences et d'en acquérir de nouvelles. Je disais tout à l'heure, quand on était sur le qu'est-ce qu'attend le référentiel du professionnel de la petite enfance, quand on dressait un peu le portrait du professionnel, de la professionnelle type, l'idée, c'est d'enrichir ces pratiques, c'est d'améliorer ces pratiques. Et le fait d'avoir un référentiel qui répertorie ce que l'on attend des professionnels, ça permet de savoir où on en est, de savoir ce que l'on a besoin d'améliorer, ce que l'on a besoin d'intégrer dans sa pratique. Donc, c'est toujours du positif, de se poser des questions, de revoir son organisation, de repenser sa relation à l'enfant, sa relation aux parents. Ça ne peut être que positif. Alors, c'est vrai que c'est toujours compliqué en tant qu'assistante maternelle parce que c'est un métier où on est assez isolé. C'est compliqué d'échanger avec des collègues. Alors, c'est vrai que maintenant les réseaux sociaux sont là et ça fait beaucoup de bien pour l'échange. Il y a les RPE, mais les RPE, il n'y en a pas forcément partout. Donc,
Le fait d'avoir ce référentiel, c'est une base sur laquelle on peut se reposer et se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai à améliorer dans ma pratique? Qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce qui fait sens dans ce que je lis? Vers quoi je vais aller pour améliorer ma pratique? Donc, c'est vraiment une opportunité de se professionnaliser par la formation. Donc, comme disait Sandra, hein, faire des formations sur les émotions, les neurosciences. Là, ça permet d'acquérir des connaissances. Et le fait d'acquérir des connaissances, eh ben, ça nourrit la pratique. La fréquentation du RPE, donc le RPE, ça permet de trouver du soutien, d'échanger sur ses pratiques et de se former. Parce que c'est vrai qu'il y a, depuis le Covid, la formation en distanciel a vraiment pris le pas sur le présentiel, mais c'est quand même bien de pouvoir se former en présentiel pour avoir un échange vrai avec les collègues. Et aussi l'amélioration et la mise en place d'un projet d'accueil. Donc, on sait que maintenant, majoritairement, les assistantes maternelles ont fait un projet d'accueil. Déjà, les nouvelles sont dans l'obligation de le faire parce qu'il y a les épreuves de l'EP1, l'EP3 qui, pour le renouvellement d'agrément, donc qui imposent le fait de rédiger un projet d'accueil, mais pas que. Il y a aussi dans les anciennes, entre guillemets, qui font des projets d'accueil. Et c'est vrai que le référentiel va permettre aux professionnels d'améliorer leur projet d'accueil, donc d'essayer d'accorder un peu plus de place aux parents, de voir si leurs pratiques elles sont en adéquation avec les besoins et les droits de l'enfant, d'inclure la charte d'accueil du jeune enfant si ça n'a pas été fait. Pardon. Donc voilà, c'est vraiment ce référentiel. Le changement pour les assistantes maternelles, ça va être cette opportunité de se professionnaliser. On voit souvent hein, des revendications de vouloir être reconnu dans son métier, que ce soit une profession qui soit reconnue. Et ben là, c'est une opportunité d'être reconnu dans son métier, de se professionnaliser. Alors, c'est vrai que souvent, les assistantes maternelles disent « Oui, mais on n'est pas des crèches. » Non, l'accueil individuel chez une assistante maternelle, ce n'est pas une crèche. Mais on doit quand même avoir des pratiques professionnelles en adéquation avec les pratiques de tous les autres professionnels de la petite enfance sur le territoire. C'est ça le but du référentiel national de la qualité du jeune enfant. Donc oui, Sandra, j'ai passé VAE auxiliaire de périculture et je viens d'être diplômée et ça a été une expérience très enrichissante. Ça m'a permis de réajuster ma pratique. Mais voilà, c'est exactement ça. Voilà, on est dans le sujet. Hein. Le fait de se former, automatiquement, on se remet en question, on enrichit ses connaissances. Donc voilà, comme vous dites, expérience très enrichissante, c'est exactement ça. La formation, elle est vraiment accessible. Les 58 heures de formation par an, il faut en profiter. Et comprendre donc Sandra dit et comprendre pourquoi j'ai fait telle ou telle action, j'encourage les formations, c'est une richesse en tant qu'ASMAT pour être légitime dans la profession. Ben voilà, bon, ben voilà, Sandra a tout dit. C'est exactement ça. La formation crédibilise votre rôle auprès des enfants. Elle légitime la posture. Donc, la professionnalisation, et on le voit bien que ça prend de plus en plus de place parce que, ne serait-ce que pour le renouvellement d'agrément, il est demandé de prouver la démarche de professionnalisation. Donc, la formation n'est pas une obligation, elle fait partie du processus de professionnalisation parce que déjà, se rendre au RPE régulièrement, c'est une démarche de professionnalisation. Mais la formation, c'est vraiment ce qui peut permettre de réajuster sa pratique et d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences. Voilà, donc on en arrive à vos questions. Donc là, je suis à votre écoute. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur le référentiel. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que ce référentiel vous inspire?
Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent difficiles à mettre en place? Par exemple, dans la relation avec les parents. Voilà, donnez-moi votre sentiment. Profitez du chat en direct pour poser vos questions. Je suis à votre écoute. Alors, dites-moi. Alors, il y a Nathalie. Je voulais voir si pour les écrans, on allait être obligé d'enlever la télé de la pièce où on accueille les enfants. Alors non, Nathalie. Donc on n'a pas parlé des écrans, mais en effet, les écrans, c'est abordé dans le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, la notion de nocivité des écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Donc, ce qu'on va vous demander, c'est pas de retirer la télévision, hein. Ce qui est demandé, c'est de ne pas mettre les enfants devant la télévision. Donc, la télévision, elle est éteinte pendant l'accueil des enfants. De toute manière, on sait bien que la plupart du temps, c'est le cas chez les assistantes maternelles, dans tous les lieux d'accueil. Maintenant, l'idée, c'est que c'est noté dans le référentiel. On doit s'y conformer. Il ne s'agit pas d'enlever la télé, il s'agit juste de ne pas l'allumer. Voilà. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Dites-moi. Sandra, difficile de faire entrer les parents au domicile car certains empiètent sur le temps d'accueil et notre journée n'est pas finie. Repas pour le lendemain, nettoyage, désinfecté, rangé. Oui, mais c'est là toute la difficulté, Sandra, par rapport au métier d'assistante maternelle. C'est que on doit faire une place aux parents, mais en même temps, on travaille chez soi, il faut enchaîner. Donc, l'idée, c'est justement d'adopter une posture professionnelle, de limiter les temps de transmission. Euh, L'idée, c'est pas de faire entrer au domicile le parent, c'est de lui permettre d'avoir un espace où il est accueilli. Donc, ça peut être très bien dans l'entrée de la maison, hein, il est accueilli. Euh, pour des questions d'hygiène, il n'aura pas forcément accès à la pièce de vie où l'enfant passe sa journée, mais il est accueilli dans l'entrée. Et il faut savoir mettre des limites, limiter les transmissions, euh, savoir couper court une discussion quand on sent qu'elle va prendre un petit peu de temps, en disant que, par exemple, il y a d'autres enfants en accueil, on doit être présente, que la journée n'est pas finie. Mais en effet, c'est toute cette difficulté, euh, contrairement aux structures où l'espace il est aménagé d'une telle façon que le parent ne peut pas rentrer complètement dans la pièce d'accueil. Il y a l'espace d'échange, mais il ne peut pas rentrer. Donc c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Ça impose aux assistantes maternelles de s'affirmer, de bien maîtriser ce temps d'échange qu'est les temps de transmission. Et en effet, c'est un travail au quotidien parce que certains parents ont besoin de temps, ont besoin d'échanger. Voilà. Après, c'est quelque chose, justement, quand on fait un projet d'accueil, euh, à discuter avec les parents au moment de la signature du contrat, d'expliquer comment ces temps de transmission vont se passer. Euh, c'est un temps qui ne dure pas longtemps. De toute manière, on sait très bien que c'est un temps, plus il dure, plus la transmission dure, et plus l'enfant s'énerve, nous échappe un peu. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment un temps qu'il faut limiter parce qu'on sait bien qu'au bout d'un moment, l'enfant nous échappe. Donc ça, c'est des choses à expliquer au moment de la signature du contrat, de bien faire comprendre aux parents que les transmissions du matin et du soir,
c'est 5 minutes et que s'il y a besoin d'un échange plus long, là, on prend rendez-vous, etc. Mais en effet, Sandra, c'est difficile. Sandra, les parents viennent chez moi visiter le premier jour de familiarisation et sinon, je les accueille dans mon entrée pour les transmissions. Ben voilà, en fait, voilà, l'idée, c'est ça, c'est que le parent voit où son enfant va passer ses journées, donc la pièce de vie, la chambre où il va dormir, l'espace de change. Et ensuite, quand on est rentré dans le quotidien, ben voilà, ça se passe dans l'entrée et c'est très bien, il y a une limite qui est posée, mais le parent est quand même accueilli dans votre domicile. C'est ça qui est important. C'est ça l'idée qui est notée dans le référentiel, c'est que le parent, il se sente accueilli. Il n'est pas sur le pas de la porte, il est accueilli dans le domicile. Sophie, non du tout, la PMI dit on saura de qui vous parlez. Elle ne veut même pas qu'on aborde un sujet général comme les troubles alimentaires. D'accord. De toute façon, avec 1h15 de RPE 2 fois par mois, ce serait compliqué d'échanger. Oui, en effet. Maintenant, du coup, c'est un petit peu compliqué parce que les temps d'échange au RPE, on sait très bien que c'est des temps qui sont faits pour que l'on aborde les, euh, le quotidien, le quotidien d'assistante maternelle. Donc, si on ne peut pas parler de sujets qui nous concernent, bah, du coup, je ne sais pas trop de quoi vous parlez, Sandra. C'est 1h15 au RPE. Donc, c'est 1h15 au RPE 2 fois par mois, mais sans les enfants, hein, Sophie, c'est ça? C'est les temps d'échange entre professionnels. Ah, je ne suis pas sûre qu'on m'entende encore là. Dites-moi si le son est toujours là. Non, non, on a 2 séances de relais par mois. Si, si, j'entends. Ok, merci Sophie. Oui, les séances au RPE, Sophie, vous dites c'est 1h15 2 fois par mois, mais c'est 1h15 d'échange, mais c'est en présence des enfants ou c'est vraiment des temps entre assistantes maternelles? Alors, Karine, moi, ma puéricultrice m'a dit que pas d'obligation de faire visiter les chambres car c'est des pièces intimes. Alors, toutes les chambres, Karine, non, mais la pièce où faire visiter aux parents, hein, j'entends Karine, hein, le parent doit pouvoir visiter toutes les pièces où son enfant a accès. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que euh, euh, la pièce de vie où l'enfant va jouer, manger, passer sa journée, mais aussi la pièce où il va dormir. Ça, c'est une obligation. C'est à partir du moment où, dans une de vos chambres, il y a un enfant qui y dort, alors, c'est votre chambre, c'est un espace intime, mais le temps où vous travaillez, c'est plus des espaces intimes. Ça reste des espaces de travail. Donc, le parent a besoin de voir au moins une fois l'endroit où va dormir son enfant. D'accord? Après, il n'a plus besoin d'y avoir accès, mais il doit pouvoir savoir où son enfant va dormir. Comprenez, Karine? Sandra, les parents ont besoin de se projeter où dorment les enfants. Oui, c'est ça. C'est quand on est jeune parent, qu'on va confier son nourrisson de 2 mois et demi, 3 mois à une assistante maternelle, on a quand même besoin de visualiser l'endroit où l'enfant va évoluer et où il va dormir. Ça, c'est important, hein. Alors, Sophie, euh, j'ai perdu le fil. Sophie, on arrive à 10h avec les enfants, on range à partir de 10h, 11h15. Je me suis absentée tout à l'heure après mon premier commentaire. Désolée, je ne pensais pas qu'il y aurait des réponses. D'accord. Ok. D'accord. Donc, Karine, oui, je comprends. Ok. D'accord. Sandra. Karine, elle me dit de faire des photos. Donc, en fait, votre péricultrice vous dit on ne fait pas visiter les chambres, mais on fait des photos pour montrer aux parents où les enfants vont dormir. D'accord. Bah, écoutez, si les parents sont contentes, très bien. Maintenant, certains parents ont sûrement besoin de voir concrètement
où leur enfant va dormir. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions en relation avec le référentiel national de la qualité d'accueil du jeune enfant, avec le fait que ben voilà, on est face à un document de référence qui va nous servir tout au long de notre pratique, qui va guider les contrôles de la PMI. Est-ce que par rapport à ce que vous avez pu lire de votre côté et avec ce qu'on a pu regarder là ensemble ce soir, est-ce que c'est des choses avec lesquelles vous êtes en accord? Est-ce que ça vous semble, vous sentez concerné ça? Sophie, vous l'avez peut-être dit au début, mais je ne vous ai pris en route, d'accord? Tout sera obligatoire, ce sont des pistes. Alors, obligatoire, à partir du moment où ça va être le document référence pour l'accompagnement des pratiques des assistantes maternelles et que ça va être la base pour les contrôles de la PMI, je ne sais pas si le mot obligatoire, Sophie, c'est vraiment le mot qui s'impose. L'idée, c'est qu'il y ait une harmonisation des pratiques professionnelles dans les lieux d'accueil. Voilà, en fait, c'est ça. Et qu'avec ce document, du coup, on s'attend à ce que tous les professionnels agissent dans l'intérêt de l'enfant, dans le respect des besoins et des droits de l'enfant. Et pour être en adéquation avec ça, ben voilà, les pratiques sont dans ce référentiel. Donc, il y a un moment où il va quand même falloir, en tant que professionnel, en tant qu'assistante maternelle, etc., il va falloir se conformer à ce référentiel. Alors, c'est vrai que obligatoire, le mot, il fait un peu peur, hein, mais c'est un peu comme les écrans sont interdits. C'est des mots qui sont forts, mais il n'empêche que les pratiques professionnelles, les pratiques quotidiennes des professionnels de la petite enfance vont devoir ressembler à ce qui est écrit dans le référentiel. C'est ça, en fait. Hein. C'est ça, c'est le guide. Hein. C'est les je cherche le mot, la science, toutes les découvertes sur le développement de l'enfant montrent qu'il doit l'adulte référent doit être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute de ses émotions, doit respecter ses droits, doit être en empathie. Tout ce qui est décrit dans le référentiel, c'est en adéquation avec la recherche scientifique sur le développement de l'enfant, qui atteste que pour que l'enfant ait un bon développement harmonieux, il doit être entouré de cette manière. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un moment où les professionnels vont devoir se conformer à ça. Donc oui, si je dois répondre concrètement à votre question, Sophie, ce sera obligatoire. Oui, il y a un moment où ça va être obligatoire. Sandra, dans mon livret, je mets les photos d'espace de vie des enfants. Je fais visiter au moins une fois le premier jour de familiarisation. C'est important pour les PE. La PMI est validée. Mais oui, c'est ça, hein, Sandra. L'idée, c'est on ne va pas faire visiter le domicile tout au long de la durée du contrat. C'est que au moment où on rencontre les parents, où on sent que ça va aboutir à la signature d'un engagement réciproque, à la signature d'un contrat, là, il faut que le parent il puisse avoir accès au logement et aux parties où son enfant va évoluer. Il ne s'agit pas de faire visiter tout son logement, mais c'est un petit peu aussi quand la PMI vient pour valider l'agrément, le renouvellement d'agrément. Toutes les pièces où les enfants ont accès doivent être ouvertes à la PMI quand elle fait des contrôles. D'accord? Si les enfants n'ont pas accès à votre chambre à coucher, la PMI n'a pas à avoir accès à votre chambre à coucher. D'accord? Donc, pareil avec les parents. L'enfant, son espace de vie, c'est votre salon, salle à manger. Donc, le parent doit pouvoir voir cet espace. Il dort dans la chambre à l'étage. Le parent doit pouvoir voir cette chambre. Une fois, ça suffit. Il ne s'agit pas que le parent y entre tout le temps, mais une fois pour se projeter. Sophie, d'accord, merci. Donc, par exemple, moi, je laisse entrer le parent le soir dans l'espace. Il y reste parfois 15 minutes.
Par contre, je serais très mal à l'idée de les inviter à une activité ou un café. Oui, non mais c'est ça, et c'est bien dit dans le référentiel de toute manière, Sophie, c'est que l'idée, c'est de s'adapter, d'accord? Et de faire aussi en fonction de soi. Le fait que le parent il ait accès au domicile, déjà, c'est une chose. Après, c'est chaque professionnel dans l'accueil individuel, je parle, chaque professionnel dans l'accueil individuel va pouvoir adapter ses pratiques en fonction de ce qu'il est lui. Il y a des assistantes maternelles qui sont très à l'aise à l'idée de faire un goûter avec les enfants et les parents, de faire un repas de Noël avec les enfants et les parents. Et il y a des assistantes maternelles qui ne le font jamais parce qu'elles ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Mais ça n'en fait pas des mauvaises professionnelles. C'est juste qu'il faut adopter ces pratiques en restant avec l'idée que c'est centré sur les besoins et les droits de l'enfant, mais on fait aussi comme on est, d'accord? Et ça ne va pas à l'encontre des besoins et des droits de l'enfant de ne jamais faire de goûter avec les parents. L'idée, c'est de faire comme on le sent. Il y a des assistantes maternelles qui se donnent rendez-vous au parc avec les parents et l'enfant et qui passent un temps du matin ensemble avec les enfants qu'elles accueillent et un ou deux parents qu'on puisse libérer et tout le monde passe la matinée ensemble. Il y en a d'autres, c'est pas envisageable ça. On fait aussi un petit peu comme on est. Donc voilà. On s'adapte, mais on garde toujours l'idée que notre pratique, elle doit être centrée sur les besoins et les droits de l'enfant. Alors, Cotard-Garnier, je comprends, vous dites non, mais du coup, je ne sais pas à quoi. Sandra, voilà, goûter de fin d'année avec les PE et les enfants dans l'espace, mais je suis à l'aise avec ça, c'est un agréable moment. Voilà, c'est ça. Il faut le faire quand on le ressent. C'est vraiment, là, ça va être une pratique c'est un petit peu, je cherche un comparatif, un petit peu comme le portage en écharpe. Il y a des assistantes maternelles. Alors, on sait que être porté, c'est un besoin pour l'enfant, pour le tout petit. Il y a des assistantes maternelles qui sont très à l'aise avec le portage en écharpe. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas, qui n'y arrivent pas. Ben, voilà, ça, c'est OK avec ça. L'idée que je préfère porter à bras plutôt qu'en écharpe, ben voilà, c'est une pratique qui ne me convient pas, ben on s'adapte. Ben voilà, Sandra, vous aimez faire des goûters avec les parents, et ben alors là, c'est faites, et c'est super parce que tout le monde passe un bon moment. Sophie, merci, mais merci à vous, Sophie. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que pour ceux qui n'avaient pas lu le référentiel, qui n'y avaient pas jeté un œil, est-ce que ça vous donne envie de le lire, envie de creuser un peu le sujet sur les pratiques à adopter? Est-ce que vous avez envie vraiment d'approfondir la lecture? Et puis après, on va clôturer parce qu'il est 20h14. Oui, Nathalie a dit oui. Aline aussi. Bon. Sophie, je l'ai lu en entier. Ah bah super, super. Et votre sentiment, Sophie, par rapport à ça, est-ce que ça vous semble accessible? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le webinaire touche à sa fin. Alors, je vous fais une présentation de ASMAT Info, donc qui est un organisme de formation dédié aux assistantes maternelles, donc de l'information, de l'accompagnement, des formations. Sophie, je me suis sentie valorisée dans mes pratiques, un peu mal à l'aise pour la partie parents, j'imagine. Et pour le RPE, pas la peine d'y compter. Alors, un peu mal à l'aise pour la partie parents, oui, voilà. Et pour le RPE, pas la peine d'y compter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, sur ASMAT Info, vous trouvez de l'information spécifique à la profession
3 formules d'accompagnement pour vous aider dans l'exercice de votre métier et des formations adaptées au statut des assistantes maternelles. Donc, les différentes formules d'accompagnement, l'accompagnement ponctuel, l'accompagnement soutenu de 6 mois et l'accompagnement annuel d'1 an. Et la formule d'accompagnement, elle comprend la réponse à vos questions avec une permanence téléphonique, l'information sur les règles juridiques, les textes, l'explication de la vérification d'un calcul et les conseils pour bien vivre la relation avec les employeurs. Alors, Sophie, rien ne sera mis en place au niveau analyse de pratique, gestion en milieu rural, entre autres. Oui, c'est vrai qu'il y a des endroits où, au niveau des RPE, c'est difficile d'avoir des animations. Maintenant, il faut quand même savoir que la loi prévoit au moins une séance d'analyse de la pratique pour tous les professionnels. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être dit aux animatrices de RPE, c'est que c'est quand même une obligation. Donc après, les RPE sont gérés aussi par les communes ou les communautés de communes. Donc ça peut être aussi des choses qui peuvent être remontées dans le sens où l'accompagnement des professionnels, le soutien Sophie, c'était expérimental pour les asthmates et mon département ne s'en est pas saisi. Oui, c'est dommage, voilà. Après, il n'y a que les professionnels aussi qui peuvent aussi faire bouger ça. Les assistantes maternelles qui peuvent aller à la rencontre des communes, des communautés de communes pour émettre justement ces désirs en termes d'accompagnement et de soutien des pratiques. Ça, c'est vrai qu'au niveau du territoire, il n'y a pas une harmonisation, pour le coup, on parlait d'harmonisation, il n'y a pas d'harmonisation par rapport au RPE. Donc ça, c'est bien dommage parce que les assistantes maternelles n'ont pas toutes le même service et c'est vrai que c'est dommage. Donc voilà. Et nous faisons aussi, à ce matin info, faisons aussi des interventions donc, auprès des assistantes maternelles, en maison d'assistantes maternelles, en association ou via les relais petite enfance. Donc de la formation dans le cadre de la formation continue, des journées de professionnalisation, des conférences débats. Donc toujours sur le thème des droits et devoirs de l'assistante maternelle, de la relation contractuelle avec les employeurs et de la communication et de la posture professionnelle. Donc là, n'hésitez pas à aller sur le site pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Voilà, Sophie, je suis au CDSF et ils ne sont pas trop au courant là-haut. Ah, bon, ben voilà, votre mission, Sophie, c'est bien d'être au CDSF et c'est chouette. Ben voilà, votre mission est peut-être d'informer à ce niveau-là. En tout cas, c'est chouette d'être active comme ça. Voilà. Eh bien, merci à toutes pour votre participation. J'espère qu'on a pu vous faire découvrir ce document, que ça vous aura donné envie d'approfondir la lecture, de la commencer, de la continuer, de la terminer. Sandra, merci. Merci à vous. Merci à vous toutes d'avoir été là en ce mois de juillet. Je souhaite de bonnes vacances aux assistantes maternelles qui vont partir. Bon courage à celles qui vont continuer. Et voilà, écoutez, on se dit au revoir. Karine, bonne soirée. Merci Karine, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toutes et à très bientôt. Merci Sophie, bonne soirée. À très bientôt. Continuez à aller sur notre page Facebook, visiter notre site internet et à très bientôt pour d'autres informations pour les assistantes maternelles. Bonne soirée à toutes.